Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc 1 an après sa création, l'heure est au bilan pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ça s'appelle la NUPES, première force d'opposition du pays. La coalition de 150 députés, LFI, PS, PCF et Europe Écologie Les Verts, n'a pas pourtant voté plus de 52% des scrutins organisés depuis le début de la législature. Certains estiment même que l'attitude de certains députés insoumis a nui à l'image de la NUPES, Philippe. Oui, mais pour la chef des insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, l'heure est plutôt à la célébration, je cite, des victoires idéologiques qui rassemblent au-delà des différences. Alors pour vous, est-ce que 1 an après, la NUPES, ça a été efficace? Est-ce que c'est rassembleur? Est-ce que c'est outrancier? Ou est-ce que c'est contre-productif? Quoi que vous pensiez, et même si c'est un autre avis que ces 4 qu'on vous propose sur Twitter, appelez-nous au 0826 300 300. Et notre invité expert est avec nous, Bruno Cotresse. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Philippe Bilger, petit bilan ou gros bilan pour 1 an de NUPES? Je vois que les animateurs des Vraies Voix nous mettent parfois face à des défis impossibles à résoudre, dans la mesure où on nous propose une série d'adjectifs dont chacun en soi peut être pertinent. Bien sûr. Et j'ai scrupule à dire que je les trouve au moins 3 sur 4 à peu près valables. Je veux dire, on est obligé de considérer la NUPES et LFI en particulier comme une structure qui a des défauts, mais qui en même temps, je veux dire, n'impose pas, ne permet pas un regard univoque. Moi, je suis frappé du fait que si on voulait avoir un jugement extrêmement négatif sur LFI et la NUPES, surtout LFI, restons-en là, puisque LFI domine très largement la coalition autour d'elle, eh bien, on ne pourrait pas lui jeter toute la pierre, dans la mesure où, si elle domine à ce point-là, c'est que je trouve que aussi bien les écologistes que les socialistes ont été infirmes, en réalité, dans leur propre pouvoir, et le seul qui a tenu le choc et qui peut être discuté, c'est Fabien Roussel. Oui, François Degois. Sur la NUPES, après il y a les commentaires, il y a la réalité. Je vois une réalité que personne ne pourra contester. La NUPES n'a absolument pas clashé au Parlement. La NUPES continue de tenir debout, elle continue de voter les textes ensemble, elle continue surtout de voter contre les textes. Moi, je suis jaurétienne. Je pense que Jean Jaurès, quand il disait « l'union est un combat, mais l'union est vitale », je crois que la gauche ne peut pas sortir de son ornière tant qu'elle ne s'unit pas, quel que soit le prix de l'union. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal. On me dit « oui, mais t'es mélenchoniste ». C'est Jean-Luc Mélenchon, moi je suis socialiste, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui a eu l'idée de la NUPES. C'est lui qui l'a porté, c'est lui qui a fait campagne là-dessus. Il a réussi, pas à 100% son pari, mais il a réussi. Donc je pense que le bilan des commentateurs est un peu sévère. Je pense que dans les faits, la NUPES continue de fonctionner mécaniquement et politiquement à l'Assemblée. Ça, c'est une réalité. Elle n'a pas été fracturée. Personne n'est parti de la NUPES pour rejoindre Macron ou je ne sais pas qui ou siéger ailleurs. Et deuxièmement, dans les élections partielles, elle fonctionne encore. C'est-à-dire que l'étiquette NUPES fait encore élire. Et c'est quand même ça l'essentiel. Bah, si, c'est le cas. Allez-y, Sébastien Ménard. C'est le cas, en tout cas. On a posé. Moi, je suis très scolaire. Je suis un gentil garçon, donc je me repose la question. Est-ce que la NUPES est efficace? Pas sûr. Est-ce qu'elle est contre-productive la plupart du temps, outrancière toujours, et rassembleuse de moins en moins? Si je prends un sondage qui a été sorti hier, quel est le premier opposant à Emmanuel Macron? Alors, c'est pas du tout Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est à 24 points et il est 12 points derrière Marine Le Pen. En fait, la NUPES, parce qu'au début, l'idée, c'était de créer une espèce de grosse coalition d'opposition, etc. Un petit peu attrape-tout, hein. C'est-à-dire tout ce qui est à la gauche d'Emmanuel Macron. En fait, la NUPES, elle a échoué. Elle a été un subterfuge lors des législatives et le maintien en coma artificiel du Parti Socialiste. C'est ça, la réalité. Et c'est la raison pour laquelle le PS a accepté de se fondre dans la NUPES. Aujourd'hui, on va voir si les européennes seront quelque part un exercice pratique ou fatal. Pour moi, je pense que les européennes vont être fatales à la NUPES. Et on voit déjà d'ailleurs
le meilleur élève de mon point de vue de ce collectif, le PC, commençait à jouer un jeu très personnel. Voilà, donc pour moi la NUPES, c'est le symbole de la gauche qui n'a rien à dire, à part des insultes. Voilà. Alors notre juge de paix, Bruno Cotresse... C'est sûr qu'il n'est pas du tout dans la caricature. Voilà. Ils n'ont rien à dire. Je mettrais beaucoup plus de nuances. C'est votre rôle, Vous êtes là pour ça. Voilà. D'abord, premier point, il faut quand même tout vous rappeler que quand des partis politiques rentrent dans une coalition, forcément, c'est qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Donc, que le Parti socialiste ait dû en passer par l'accord de la NUPES, évidemment, il était dans une période de très longue difficulté. Deuxième observation, l'histoire de l'union de la gauche est une histoire qui est marquée, qui est jalonnée de périodes avec une tension entre l'unité et les tensions. Toujours, les plus anciens d'entre nous se rappelleront de l'automne 1977. Liliane fait les valises, on rentre. Le départ des ministres communistes du gouvernement. Pourtant, à l'époque, ça marchait pour la gauche. Voilà. 83-84, la difficile émergence de la gauche plurielle autour de Lionel Jospin, le 21 avril 2002, les gauches irréconciliables sous François Hollande. Et donc la gauche, depuis au fond le début du XXe siècle, est traversée par un clivage sur son rapport au capitalisme et son rapport à la régulation du capitalisme. Et il y a une tension sur l'économie à gauche qui est toujours là. Ça n'a pas empêché la gauche et de gouverner ensemble et de s'allier régulièrement. À l'intérieur de la droite, il y a d'autres tensions et on retrouve dans la NUPES sans aucun doute les tensions sur l'économie, sur l'Europe, effectivement. Je ne suis pas d'accord sur le fait que ça marche quand même mécaniquement. Par contre, il y a beaucoup de ciment au niveau des électeurs sur les dimensions du rapport au changement social, culturel. Entre les électeurs écologistes, socialistes, insoumis, communistes, il y a quand même beaucoup de traits communs du point de vue des valeurs politiques. Par contre, c'est sûr que sur le rapport à la régulation de l'économie aujourd'hui et aussi sur la question de l'Europe, il y a des divisions qui existent de très longue date, en fait. Après, je pense qu'il y a une profonde aspiration à l'unité dans les électeurs de sympathisants de la gauche, confère la primaire populaire, l'incroyable aventure de Christiane Taubira pendant la présidentielle de 2022, qui montre qu'il y a une aspiration à gauche, et c'est ce qui me fait penser que la NUPES ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et par ailleurs, je dirais que le point capital de la NUPES par rapport à toutes les autres expériences d'union de la gauche, c'est la candidature unique dans les circonscriptions législatives. C'est vrai. Qui a tout changé. Il sera très difficile d'expliquer aux jeunes élus socialistes, écologistes de 2022 qu'en 2027, chacun repart séparé dans les circonscriptions, parce que là, tout le monde sait que ça sera le jeu de massacre. Bien sûr. Philippe Bilger. Mais Bruno, est-ce que bien dans le micro. Le fait que la NUPES a été créée, comme le disait Sébastien, en gros, pour sauver la mise au Parti socialiste sur le plan électoral, et de fait, ça a réussi, est-ce que ça n'a pas créé des conséquences très délétères qui ont conduit d'une part à l'emprise totalement étouffante de LFI sur les autres forces de gauche, et le fait qu'en réalité on ne sent pas un vrai ciment idéologique entre toutes ces forces. Alors sur le premier point, il faut partir du réel. Le réel, c'est que Jean-Luc Mélenchon réalise en 2022 une très jolie élection présidentielle. Bien dans le micro, Bruno. Il a pratiquement 22%. La géographie électorale du mélenchonisme est très impressionnante dans certains départements. Je pense au 9-3. Par exemple, vous regardez les votes Mélenchon dans les grandes villes aussi. Dans les 40 communes. Dans les 40 communes, c'est très impressionnant. Il est quelque part entre 40 et 60% partout. Il a beaucoup progressé de 2012 à 2017. C'est là où que la progression est la plus impressionnante. Donc ça part quand même d'une réalité objective qui est la performance de Jean-Luc Mélenchon dans l'élection présidentielle en comparaison des performances de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo, bien évidemment. Donc voilà, ça part quand même de là. Et de facto, ça crée une domination de la France insoumise sur cette coalition qui est totalement une création, effectivement, de la FI de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a un renversement. Vous savez, moi, je viens du Parti Socialiste. Je peux quand même vous dire que ça n'a jamais posé de problème au Parti Socialiste d'être hégémonique pendant des années, d'écraser les partenaires, que ce soit les Verts, les communistes. Moi, les radicaux de gauche. Mais bien sûr. Donc, mais ça fait partie de la vie. J'ai l'impression que vous découvrez le monde et que T'as fait ça aussi ? Non, bien sûr. J'ai l'impression que vous découvrez le monde et oh là là, cette coalition qui a été créée. Bah oui, elle a été créée pour gagner. Elle n'a pas été créée pour sauver. Par exemple,
exemplaire. Mais qui est exemplaire dans les unions? Est-ce que tu penses que les rapports entre Bayrou et comment dirais-je, et Macron sont exemplaires? Est-ce que tu penses que les rapports entre Sarkozy et Bayrou sont exemplaires? Ça n'existe pas, l'exemplarité en politique. Ils ont un but. Moi, je le redis. Pourquoi la NUPES va tenir? Parce que l'électorat, les gens comme moi, on veut pas qu'ils se séparent. Parce que on veut l'union. Parce qu'on est peut-être bête comme nos pieds, mais partout où tu as eu des candidatures uniques NUPES, la NUPES a gagné. Vous pensez que la NUPES, ça va durer? Vous pensez que la NUPES, ça va imploser? Vous êtes plutôt Sébastien Ménard ou Françoise Degois, appelez-nous au 0826 300 300. Bruno Cotresse. Bruno Cotresse, sur l'outrance que certains, l'outrance à outrance, est-ce que ça les dessert pas à force? C'est clair que les enquêtes d'opinion dont on dispose montrent que le style, on va dire, le bruit et la fureur de Mélenchon a moins incarné l'opposition à Emmanuel Macron que Marine Le Pen et le Rassemblement national, avec une stratégie très claire des députés du Rassemblement national d'incarner la crédibilité gouvernementale, les bons élèves à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que pour le moment, autant dans l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a une formidable capacité à faire campagne présidentielle, qui est une dimension de l'élection présidentielle qui est importante. Être entendu, incarner quelque chose, c'est fondamental dans cette élection. Par contre, c'est vrai de l'image du parti après ce moment de la campagne présidentielle, c'est plus difficile et surtout pour le moment, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon n'est pas parvenu à travers les 2 ou 3 grandes crises sociales que nous avons vécues, gilets jaunes, retraite, à incarner la principale opposition. Gilets jaunes, c'est les syndicats, les partis sont complètement absents. Retraite, ce sont les syndicats qui sont au premier plan. Mais est-ce qu'il est là pour faire bouger les lignes ou pour les écrire? Parce que c'est ça qu'on attend. On attend quelqu'un qui raconte une histoire, qui écrit quelque chose. Oui, alors il raconte une histoire, Jean-Luc Mélenchon, de ce point de vue-là, qui est l'histoire d'une profonde transformation du système socio-économique qu'il souhaite. Le titre de son programme à l'élection présidentielle est évocateur de ce point de vue-là. Donc il raconte une histoire. La difficulté, sans aucun doute, c'est de raconter une histoire qui s'inscrive bien dans le chemin de l'histoire de l'union de la gauche, parce que les électeurs de gauche sont très sensibles à ça, que ça leur rappelle l'histoire d'une conquête progressive, comme l'a été l'union de la gauche dans les années 70-80. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la communication de Jean-Luc Mélenchon, à la fois régulièrement rappelle sa fidélité, par exemple, à François Mitterrand, pour lequel il a toujours des mots très, très affectueux et élogieux, mais il a un peu plus de mal, on va dire, à montrer le lien avec les différentes expériences. Par exemple, il parle très peu de la gauche plurielle de Jospin. Alors que c'est la seule fois où il a été au gouvernement. Voilà, il en parle très peu. Il parle pratiquement pas du tout, ou en termes très négatifs, de François Hollande, bien évidemment. C'est un désastre pour la gauche, le quinquennat Hollande, malheureusement. Les électeurs sont en demande, eux, d'une histoire qui fait ce lien. Françoise de quoi? Je voulais juste... Sébastien, vas-y. Est-ce que finalement la NUPES et la storyline de la NUPES survivra à Jean-Luc Mélenchon? Moi, j'ai des doutes, parce qu'en fait, vous dites, il y a une histoire qui parle, etc. Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est l'histoire de Jean-Luc Mélenchon qu'on nous raconte, en tout cas au sein de la France Insoumise, qui est une histoire post-PS, j'ai envie de dire next-PS, et depuis plus de 15 ans maintenant. Et la NUPES, c'est quand même son histoire à lui. Enfin, moi, j'ai quand même pas le sentiment de voir émerger au sein de la NUPES la voix d'un certain nombre de mes amis restés au PS. Enfin, ces gens-là ne sont plus audibles. Ces gens-là n'ont plus, je dirais, de colonne vertébrale intellectuelle. Pardonne-moi. Même les Ruffin, qu'est-ce qui montait? Non, pas du tout. C'est ça il a dit sujet. François est Est-ce que c'est l'histoire d'une partie des Français, ou est-ce que c'est l'histoire de Jean-Luc Mélenchon, son propre storytelling, son propre agenda, sa propre ambition, dans laquelle finalement un certain nombre de Français peuvent se retrouver, pas dans son ambition, mais dans les idées qui portent son ambition? C'est compliqué. Il y a à la fois cette dimension, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, au moment de l'élection présidentielle, on voit qu'il a une forte capacité à faire campagne. De ce point de vue-là, ça se rapproche de votre idée, c'est l'histoire de Jean-Luc Mélenchon comme machine à faire campagne pour l'élection
pour l'élection présidentielle. Après, il n'y a pas que ça. On voit, par exemple, quand on étudie les trajectoires des électeurs qui avaient, par exemple, voté Yannick Jadot aux européennes de 2019, ils ne se sont pas forcément retrouvés dans l'écologie portée par Yannick Jadot, présidentielle 2022, et des électeurs écologistes ont pas mal voté Mélenchon, donc ça raconte quand même quelque chose sur le fond. Non, ça raconte quelque chose sur le fond. Jean-Luc Mélenchon est arrivé à capter dès 2012 la question de l'eau. Dans la présidentielle de 2012, il est pratiquement le seul candidat qui parle de cette question de l'eau. Et donc ça raconte, de ce point de vue-là, ça dit quand même quelque chose sur une volonté de certains électeurs de gauche. On part au 0826 300 300. Le sujet fait beaucoup réagir. Notre vraie voix du jour. Rebonsoir Antoine. Rebonsoir. Bonsoir, Alors, Antoine. votre avis? Mon avis, alors je suis très partagé de ce que j'entends. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un de charismatique, d'intellectuellement très bien doté, de très instruit, mais je ne pense pas que la NUPES survive à son départ, et pour cause, il s'adresse parfois à des électorats qui sont assez antagonistes, c'est-à-dire par exemple lorsqu'il drague certaines communautés religieuses conservatrices qui sont elles-mêmes opposées à certains combats de gauche comme la mixité, l'émancipation des femmes ou la défense des homosexuels, finalement, je me dis jusqu'à quand finalement ces électorats vont continuer ensemble, vous voyez, d'une certaine façon. Après, sur un point de vue plus bilan, on a vu quand même que l'obstruction parlementaire avait quand même empêché l'Assemblée nationale de se prononcer sur la réforme des retraites, donc on ne peut pas dire que c'est un bilan formidable aussi sur le fond. Donc je suis un peu partagé en fait. Un mot, Françoise Degois et Bruno Cotresse, pour répondre à Antoine. Je voudrais quand même rappeler que Jean-Luc Mélenchon n'est pas une ovnique. Il s'inscrit dans une grande tradition de la gauche, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'extrême gauche. Il faudrait qu'on se mette un jour d'accord. C'est une facilité. C'est une facilité de dire que c'est l'extrême gauche. Ça n'est pas l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon. Il s'inscrit dans une tradition tout à fait classique, pas révolutionnaire, mais en tout cas de transformation progressiste. Il n'y a rien d'extraordinaire. Quand vous regardez le programme de Jean-Luc Mélenchon en 2022 et que vous regardez celui de Mitterrand, les mots qu'employait Mitterrand pendant la campagne, je vous assure que Mélenchon, c'est presque un centriste mou. Donc, je caricature. Mais il y a il y a l'histoire de Mélenchon, mais il y a l'histoire de la gauche. Mélenchon, il porte des idées très simples de la gauche que tout socialiste. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense que Olivier Faure a pris vraiment de l'épaisseur grâce à ce combat. C'est celui peut-être le seul. Donc, tout socialiste, toute personne de gauche qui veut la transformation peut se reconnaître dans Jean-Luc Mélenchon. Après, je ne sais pas s'il disparaîtra. Vous savez, à chaque fois, l'année qui suit la présidentielle de Mélenchon, on dit qu'il va disparaître et puis il refait 20% à chaque présidentielle. Alors... Allez, vous restez avec nous, Bruno Cotresse, vous nous lâchez pas tout de suite. 0826 300 300. On fait une petite pause, on revient dans un instant. La suite de ce débat tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard et Bruno Cotresse, que nous avons gardé avec nous, bien sûr, et on revient sur cette question un an après la création de la NUPES. Comment jugez-vous leur action? Est-ce qu'elle est efficace, contre-productive, outrancière ou rassembleuse? Effectivement, c'est très réducteur ce qu'on dit, mais au moins vous pouvez commenter sur notre compte Twitter. Pour l'instant, vous dites plutôt outrancière à 56% et contre-productive à 31%. Merci en tout cas à Bruno Cotresse d'être resté avec nous avec cette question de Yann, ou cette réflexion qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Yann. Bonsoir Yann. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Alors, pour commencer, avant de fâcher Françoise, je vais vous souhaiter un bel anniversaire. Oh, merci Yann. Je sens qu'on va pas être d'accord politiquement, mais ça me fait tellement plaisir. Merci, cher Yann. Je sais que merci. nous sommes à l'opposé politique. C'est pas grave, mais on s'en fout, on s'aime quand même. Merci. Merci, vive la République. Maintenant, très clairement pour moi, la NUPES, et je l'ai déjà dit sur cette antenne, pour moi, c'est un jeu de dupes. C'est très clairement des arrangements entre amis pour pouvoir avoir des postes de députés et autres, voilà, sur des gens qui sont d'accord sur rien du tout. Où on mêle de la gauche jusqu'à l'extrême gauche, n'en déplaise, vous en déplaise Françoise, mais pour moi il y a effectivement une extrême gauche. D'ailleurs, on accorde que l'extrême gauche, que toutes les gauches se réunissent, y compris les extrêmes, mais je pense que la gauche serait les premiers à monter au créneau si demain la droite s'alliait au Rassemblement national, enfin au Front national, parce qu'on nous dirait qu'il ne faut pas s'allier aux extrêmes. Yann, est-ce que je peux juste faire... Attendez, laissez-le finir. Non, mais juste faire un point de méthode. Et du coup, vraiment pour moi, du coup, cette alliance de la carpe et du lapin, parce qu'on est dans des gens qui s'entendent sur rien, qui ne sont pas d'accord au niveau de l'Europe, qui ne sont pas d'accord sur tout un tas de choses.
mais qui arrive à se mettre là. Et effectivement, comme disait Antoine tout à l'heure, et je suis complètement d'accord avec lui, cet accord de la NUPES, ça a aussi fait ce qui s'est passé avec les retraites à l'Assemblée nationale, en empêchant, avec une multitude d'amendements, de pouvoir voter des textes. Donc automatiquement, ça pose un problème. Yann, on va faire réagir Bruno Cotresse, il nous reste 2 minutes. Vas-y. Ce que dit Yann, c'est intéressant parce que Sébastien Ménard le disait sur l'Europe. Europe Écologie Les Verts est fédéraliste. Le Parti communiste français est pas du tout fédéraliste, même avec un peu de souverainisme dedans. Pareil pour LFI. Est-ce que l'épreuve de vérité, c'est pas les prochaines européennes? Comme la droite. Non, parce que les élections européennes, aux yeux des Françaises et des Français, ne sont pas les élections décisives. Et elles vont compter, mais c'est pas l'élection décisive, vraiment. Et le fait que la gauche soit diversifiée sur la question de l'Europe ne date pas d'hier. Il y a toujours eu un rapport différencié entre socialistes et communistes à l'époque. Sur Maastricht notamment. Voilà, sur Maastricht, sur la question de l'Europe. À droite aussi, il y a des divisions sur l'Europe. Ça n'a pas empêché les gaullistes et les centristes de gouverner ensemble, alors que sur l'Europe... Mais maintenant, il n'y a plus à droite. Voilà, tout le monde chez LR est pour l'Europe. Oui, mais même si on mettait aujourd'hui un gouvernement macroniste et LR, on verrait que peut-être sur les questions européennes... Ça taperait, tu sais. Voilà, il n'y a pas exactement la même sensibilité. Ensuite, deuxième point, le fait qu'une coalition électorale soit des arrangements entre amis. Bien sûr, c'est la fonction d'une coalition électorale, c'est de gagner des sièges. Le jeu, c'est de gagner des sièges aux élections. Par contre, je ne partage pas du tout l'idée que c'est un gain de sièges qui est uniquement pour s'accaparer le pouvoir, pour ne pas défendre des valeurs ensemble. Mais non, les hommes et les femmes politiques, c'est un mélange de conviction, de sincérité et de stratégie. C'est inéluctable. C'est les deux ensemble. C'est des stratèges. Ils veulent gagner des sièges. Oui, d'accord, mais il y a de la conviction. Et dans la conviction, entre les différentes sensibilités de la gauche, il y a quand même la justice sociale, l'idée d'une société plus égalitaire. Ça va diverger à un moment donné sur les moyens. La taxation, voilà, les moyens, mais l'objectif, la justice sociale, et puis la transformation culturelle de la société, les droits nouveaux. Un peu l'émancipation, dirait Macron. D'une certaine manière. Oui, la bataille culturelle de Gramsci, en fait. Voilà, et sur ces deux thèmes, il y a quand même pas mal de ciment entre les sympathisants. Alors, au niveau des appareils politiques, ça peut diverger pour des raisons stratégiques, être le premier, avoir plus de postes que l'autre. Voilà. Notamment ce qu'on appelle dans la gauche la lutte des places. Confère Fabien Roussel, la tentative de chevaucher en solitaire de Fabien Roussel, qui bien sûr n'ira nulle part. C'est le mot de la fin de la joie de Françoise Degois. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Bruno Cotresse, d'avoir été avec nous, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Merci Philippe Bilger. Bon anniversaire, ma Françoise. Oui,